L'hommage du gouvernement de la transition a fait Modibo Keïta, premier président du Mali, décédé il y a 46 ans. Une gerbe de fleurs a été déposée ce matin sur sa tombe au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le geste est fait par le premier ministre Dr Choguel Koukalamaïga. Séance de travail entre le secrétaire général de l'Union interparlementaire et le président du Conseil national de transition, Martin Chukongeta Bamako, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. L'actualité, c'est aussi l'ouverture des travaux de la réunion de synthèse des attentes des populations du district de Bamako sous la houlette du Conseil économique, social et culturel. Cette réunion permet d'harmoniser les points de vue sur les préoccupations des populations des 6 communes du district de Bamako. Bamako accueille aussi l'atelier national de planification des acteurs de la sécurité alimentaire au Mali pour cette année 2023. La rencontre est une opportunité pour l'État et ses partenaires de planifier les actions pour une favorable réponse aux besoins d'assistance alimentaire. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire est en visite au Mali. Il a été reçu en audience par le président de la transition en présence du président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw. Les échanges ont porté notamment sur le processus de transition en cours au Mali. Et l'UIP entend poursuivre son soutien particulièrement au CNT. Martin Chukong, secrétaire général de l'Union interparlementaire, s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Traoré. Il s'agit d'une visite de courtoisie à l'endroit de son Excellence le président de la transition, chef de l'État malien, pour lui dire que je viens lui porter un message de solidarité, disons, de la communauté parlementaire mondiale que je représente. Je suis venu ici en visite d'information concernant l'évolution politique de son pays, qu'il dirige avec beaucoup de compétences. Et nous avons donc échangé sur un certain nombre de dossiers. Et nous, je pense, nous nous sommes compris sur la nécessité de continuer d'appuyer le CNT, le Conseil national de transition, organe législatif de transition, pour mener à bien le processus de retour à l'ordre constitutionnel normal dans votre pays. Et donc j'ai eu l'occasion et le privilège de lui témoigner cette amitié, mais également de lui dire que nous nous sommes engagés aux côtés du peuple malien pour que ce processus se déroule de façon tout à fait calme, dans un esprit d'apaisement. Et le mot est le sien, apaisement, sécurisation de votre pays, afin que nous puissions enfin faire bénéficier au peuple malien les fruits de la démocratie. Je ressors de cette audience rassuré sur la volonté de la haute autorité de la transition de votre pays de mener à bien la feuille de route déjà tracée dans l'intérêt du retour à un ordre constitutionnel normal. Avant cette audience avec le chef de l'État, le secrétaire général de l'Union interparlementaire a eu une séance de travail avec le président du Conseil national de transition, rencontre élargie à d'autres membres de l'institution. Tamsir Djabati. Une séance de travail parlementaire spéciale avec un invité de marque, le secrétaire général de l'Union interparlementaire au Conseil national de transition. Cela s'appelle le renforcement de la coopération bilatérale via les organes parlementaires. 2 heures de séance de travail avec les membres du CNT ont suffi pour que l'hôte du jour soit imprégné de l'évolution de la transition. Je constate qu'il y a pas mal de choses qui ont été réalisées, il y a des progrès énormes qui ont été faits, mais également il y a des défis qui restent à relever, notamment tout ce qui doit se passer avec l'adoption d'une nouvelle constitution et la mise en place de différents mécanismes devant mener à des institutions issues de cette constitution. Les autorités maliennes sont sur la bonne voie
pour réaliser le pari du retour à l'ordre constitutionnel normal. Le secrétaire général de l'UIP s'est dit rassuré et réconforté dans sa position que le Mali doit être accompagné pour relever le défi d'une transition réussie. En tant qu'institution fêtière des parlements, nous avons le devoir d'accompagner le CNT, qui est notre interlocuteur. Nous devons l'accompagner dans la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées. Et c'est ce que nous allons faire. J'ai promis aux autorités que j'allais mobiliser les moyens limités qui sont les nôtres afin d'accompagner les autorités pour parachever la transition qui a été mise en place au Mali. Dans la même foulée, il a été reçu en audience par le président du CNT. Audience au cours de laquelle les échanges ont porté sur la feuille de route de la transition, aussi et surtout sur l'organisation du référendum constitutionnel. Les discussions que j'ai eues avec le président Diao, où il m'a réaffirmé l'engagement des autorités à bien mener la transition, parce qu'il y va de l'intérêt du peuple malien. Et je pense que l'ensemble de la classe politique que j'ai rencontrée aujourd'hui m'a fait porter le même message. Donc je suis convaincu qu'on peut faire des choses. Nous pouvons amener les organes directeurs de l'Union interparlementaire à entériner cette démarche et à encourager l'appui de l'Union interparlementaire à la réalisation des différentes étapes qui restent dans la feuille de route que les Maliens se sont donnés. Le Conseil national de transition est membre de l'Union interparlementaire, l'organisation fêtière du Parlement du monde entier, une organisation créée en 1889 et qui compte aujourd'hui 178 parlements membres, dont 14 membres associés et comprenant ainsi les assemblées parlementaires internationales et d'autres institutions comme l'Assemblée parlementaire de l'UOMOA, de la CEDEAO, de l'Europe et de la francophonie. Ainsi, le secrétaire général de l'UIP n'est pas sorti les mains vides. Le président du CNT lui offre les documents contenant toutes les informations sur le CNT ainsi que les souvenirs artisanaux du Mali. Le gouvernement de la transition a rendu un hommage mérité à Faye Modibo Keïta, premier président du Mali, décédé il y a 46 ans. C'est le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a déposé la gerbe de fleurs au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Dougoufana Traoré et Aboubakar Traoré. Au cimetière de Hamdalaï, où repose pour l'éternité le premier président de la République du Mali, la mobilisation était grande ce matin. Aux familles biologiques et politiques de Faye Modibo Keïta se sont joints les autorités de la transition à travers le Premier ministre et des membres du gouvernement pour cet hommage annuel à l'illustre disparu. À 10h, la musique de la fanfare de la garde républicaine donne le ton. Le docteur Choguel Kokala Maïga salue le détachement militaire, puis les personnalités présentes avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Faye Modibo Keïta. La commémoration de ce 46e anniversaire de sa disparition par le gouvernement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été fortement saluée par les proches de Faye Modibo Keïta, premier président du Mali. Je suis l'unique fille de Modibo Keïta. J'avais une sœur, elle est décédée en 1984. Je suis très très contente, c'est un grand honneur pour moi. Et à travers ça, je remercie l'État pour ces cérémonies commémoratives. Le message que je peux lancer aux sympathisants de Feu le président Modibo Keïta, de leur demander la continuité de ce que Modibo a fait. Le président était le père de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Quand il faisait un geste à quelqu'un, il le faisait à tout le monde. Il était l'homme symbole de l'homme patriote, symbole de l'homme intègre. Il nous a tous éduqués comme ça. Nous, vraiment, nous portons un très grand chapeau à ce régime Assimi. Continuez comme ça.
les idéaux du président Modibo Keïta vraiment nous va droit au cœur. Toute la famille ne cesse de le remercier, de remercier le pouvoir. C'est toujours un plaisir pour nous et surtout une joie parce que nous considérons c'est en guise de reconnaissance des faits de ce monsieur, de ce premier président de la République du Mali. Nous sommes tout à fait contents et en ma qualité de vice-président du Conseil des sages, je me permets de remercier le gouvernement, toutes les autorités de ce pays pour la marque d'attention, surtout sur la marque de considération qu'elle porte à cet honorable homme disparu un 16 mai. La cérémonie a pris fin par des prières pour le repos de l'âme de nos disparus. Après avoir accompli ce devoir de mémoire, le Premier ministre chef de gouvernement a rappelé les valeurs qui étaient chères au président Modibo Keïta. Nous l'écoutons au micro d'Aloussene Touré. Ce que nous devons retenir du premier président du Conseil du gouvernement, premier chef d'État de la République du Mali, Modibo Keïta, c'est un certain nombre de valeurs au-delà de toutes sortes de polémiques. D'abord, c'est lui et son parti, les fondateurs de la République du Mali. Ce n'est contesté par personne. Ça fait 63 ans qu'on est indépendant. Tous les régimes se sont succédés, ils ont gardé le nom Mali. C'est lui et son parti qui nous ont donné le drapeau national, vert, jaune, rouge. C'est lui et son parti qui nous ont donné la devise du Mali. Un peuple, un but, une foi. C'est lui et son parti qui nous ont donné l'indépendance et la souveraineté du Mali. Je pense que tout Malien, quel que soit son bord, ne peut remettre en cause ces valeurs. C'est des véritables valeurs. Aujourd'hui, vous trouverez dans toutes les constitutions de la République du Mali la dédicace à l'unité africaine. C'est lui et son parti qui l'ont inscrit dans notre première constitution. Personnellement, pendant toute ma lutte politique, j'ai toujours pensé que chaque génération a le devoir de retenir ce que la génération précédente a fait de bien, poser les pierres une à une pour construire l'avenir de la nation. Nous parlons aujourd'hui des 3 principes édictés par le chef de l'État, président de la transition. Le libre choix de nos partenaires stratégiques. Le libre choix des intérêts du Mali. Et le libre choix de savoir avec qui on doit travailler. La souveraineté du Mali. Le libre choix de notre souveraineté. Ces valeurs coïncident exactement avec ce que nous ont légué les fondateurs de la République du Mali. Je dirais le fondateur de la République du Mali avec son parti. Nous sommes donc fiers de continuer cette œuvre de construction nationale, de rassemblement des Maliens, de dédicace à la souveraineté et la dignité du peuple malien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je disais c'est une date symbolique pour tous les Maliens, au-delà des contingences politiques. Je voudrais que cette occasion, qui se tient en cette année électorale, soit l'occasion d'appeler les Maliens à l'unité, à la tolérance, à l'union sacrée, pour que ce dont ont rêvé les pères de l'indépendance soit une réalité. Et c'est tout cela qui fait
qu'aujourd'hui, je crois que tous les Maliens doivent à la communion penser à venir, sans oublier le passé, sans oublier ce qui s'est passé, mais nous tourner résolument vers l'avenir, pour que ceux qui ont fondé notre État soient heureux là où ils sont, parce que les Maliens aujourd'hui sont unis, souverains. Ouverture ce matin ici à Bamako des travaux de la réunion de synthèse des attentes des populations du district de Bamako. Cette réunion organisée par le Conseil économique, social et culturel entre dans le cadre de la mission de l'institution et permet à l'espace d'un jour d'harmoniser les points de vue sur les préoccupations des populations des 6 communes du district de Bamako. Les détails avec Modibo Mariko. Après la session de collecte sur le terrain, l'ère de la synthèse a sonné pour le Conseil économique, social et culturel. L'exercice consiste pour l'institution à recueillir les besoins et les attentes des citoyens à la base. Il a concerné les 6 communes du district de Bamako et les documents soumis à l'appréciation des participants ces jours contiennent non seulement des préoccupations, mais aussi des orientations et propositions de solutions. Nous passerons en revue les grandes réalisations secteur par secteur pour la période antérieure, suivi du recensement des propositions de nouveaux besoins émanant de nos laborieuses populations. Ces cadres s'inscrivent dans le sens du développement de la cité, empreint d'une dynamique inclusive de toutes les forces que vous êtes. Et ne doutant pas de votre détermination à accompagner une fois de plus cette action du Conseil économique, social et culturel, je voudrais vous inviter à plus d'engagement et d'assiduité. Il se peut que le même problème qui est posé à Bamako est ressenti quand on va parler par exemple de la santé, quand on va parler par exemple de l'éducation. Et les mêmes problèmes posés à Bamako peuvent être ressentis à Mopti, à Gao, sinon à Sikasso. Donc il s'agit de faire une synthèse. Ça, c'est ce qui concerne uniquement les districts de Bamako. Et nous allons faire la synthèse de tout cela à ce niveau. Et à la suite de ça, il y aura des recommandations, des propositions, des orientations à l'adresse des autorités. Ainsi, de la santé à l'éducation, de l'agriculture à l'environnement, de l'assainissement en passant par l'énergie, tous les secteurs d'activité ont fait l'objet d'enquêtes. Et ces résultats ajoutés aux autres régions et ceux des Maliens de l'extérieur seront traduits en recueil annuel au cours d'une session prévue pour le premier lundi du mois prochain. Recueil annuel qui sera soumis à l'appréciation du président de la transition, du gouvernement et du Conseil national de la transition. Processus électoral. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale mobilise les missions diplomatiques et consulaires du Mali. Abdoulaye Diop s'est entretenu par visioconférence avec les différentes juridictions sur leur rôle dans la vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution. Les ambassades et consulats ont ainsi saisi cette opportunité pour exprimer certaines préoccupations en vue de la bonne tenue du référendum dans leurs juridictions respectives. Le chef de la diplomatie malienne est au micro d'Ibrahim Traoré. Les missions diplomatiques et consulaires, on en a plus d'une 50aine réparties à travers le monde, ont naturellement un rôle essentiel à jouer par rapport à ce processus. D'abord, contribuer dans la sensibilisation de nos compatriotes autour du contenu du projet de constitution, mais aussi du point de vue de l'organisation matérielle du processus référendaire comme des élections générales et présidentielles qui vont venir aussi. Les missions diplomatiques et consulaires participent également. D'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place des démembrements de lèges dans les missions diplomatiques et consulaires. Des désignations ont été faites, on attend la validation. Donc essentiellement, l'exercice d'aujourd'hui, c'était de pouvoir réunir l'ensemble de ces chefs de mission diplomatiques et consulaires par visioconférence pour d'abord unifier nos messages, aussi les mobiliser autour de cet objectif pratique qui va nous conduire au retour à l'ordre constitutionnel et aussi leur donner quelques orientations par rapport à l'évolution de cette question, tant au niveau du ministère de l'administration territoriale concernant le référendum que sur la question de la carte nationale d'identité biométrique et aussi avec l'âge ou en tout cas toutes les questions matérielles et logistiques qui peuvent se poser par rapport à ces élections. Naturellement, nous voudrions aussi pouvoir écouter les chefs de mission diplomatiques qui sont au quotidien en contact avec nos compatriotes, nous dire un peu quelles sont les difficultés
auxquels ils sont confrontés. Vous avez entendu, beaucoup de problèmes ont été soulevés par rapport à la disponibilité du matériel électoral, la disponibilité des listes, y compris la liste électorale, mais aussi des questions qui sont liées aussi à la mise à disposition de ressources qui permettent, parce que certaines juridictions couvrent même plusieurs pays, dans certaines zones, l'accès à nos compatriotes qui peuvent se trouver par exemple dans des camps de réfugiés ou dans des zones qui ne sont pas sécurisées. Donc toutes ces difficultés ont été soulevées par nos compatriotes. Nous avons pris bonne note de l'ensemble de ces éléments que nous allons compiler, porter à l'attention du gouvernement et voir dans quelle mesure nous pouvons mobiliser ces différents moyens pour pouvoir répondre à cela. Et en marge de cet exercice aussi, nous avons mis en place une cellule au niveau du ministère des Affaires étrangères qui est aussi en liaison directe avec les ministères concernés, qui va faire l'interface avec les missions diplomatiques pour les accompagner, parce que c'est un processus de long terme. On parle du référendum, mais on pense aussi aux autres élections qui viendront. Le ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, était à Koulikoro ce mardi. La chef du département de l'éducation a effectué ce déplacement pour mieux informer et sensibiliser les chefs de services régionaux et les populations sur le projet de la nouvelle constitution. Pour cet exercice, la ministre avait à ses côtés le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Djemba Moussa Konate. C'est dans le souci de mieux expliquer aux populations de Koulikoro le projet de la nouvelle constitution que la ministre de l'Éducation nationale Sidibé Dédé Ousmane a pris son bâton de pèlerin. L'objectif recherché est de permettre aux chefs de services régionaux et aux populations de Koulikoro de bien cerner le contenu et l'esprit du projet de constitution. Depuis le 29 mars 2023, le comité de pilotage pour la vulgarisation du projet de constitution s'est mis à la tâche. Suivant son chronogramme d'activité, il a élaboré des documents d'orientation pour la vulgarisation du projet, conçu des supports de communication et préparé la phase de la mobilisation citoyenne pour une meilleure appropriation du projet de constitution. Une occasion saisie par les membres de la cellule de coordination pour la vulgarisation du projet de constitution de passer en revue les principales dispositions du projet de constitution, notamment les innovations refondatrices qu'il comporte. Les principales dispositions concernent le mode d'élection du président de la République. D'abord, l'âge du président, on en a parlé. Il y a également la double nationalité, qui est une des dispositions majeures du projet de constitution. Nous avons également parlé des différentes institutions de la République qui sont énoncées dans le projet, qui sont au nombre de 7 au lieu de 8. Également, nous avons parlé de la justice qui a été confiée aux autorités traditionnelles et aux légitimités traditionnelles. Les participants ont voulu en savoir davantage sur ce que la nouvelle constitution prévoit pour le contrôle de l'action gouvernementale, la question du Parlement et du Sénat ou encore les sujets relatifs aux langues. La ministre a par ailleurs invité les autorités administratives communales et locales à prendre le relais pour vulgariser davantage le texte. En marge de cette activité, la ministre a remis des lots du projet de nouvelle constitution à l'administration du lycée Pie XII en vue de sa vulgarisation. L'ambassade de l'Espagne au Mali vient d'ouvrir la semaine culturelle sur Es Sahili par une exposition multidimensionnelle au Musée national. L'événement, qui s'étend du 15 au 20 mai 2023, couvre plusieurs activités. Mariam Koulibaly. Abou Ishak Es Sahili, c'est ce poète voyageur originaire de la ville de Gréna en Espagne et ingénieur de la mosquée Djingaraiber de Tombouctou. La présente semaine culturelle qui vient d'ouvrir en son nom vise à mettre en lumière l'itinéraire de ce grand homme qui a vécu de 1290 à 1346, année à laquelle il meurt à Tombouctou. L'illustre homme est au centre de cette exposition multidimensionnelle. C'est une exposition basée sur une perspective multidimensionnelle, c'est un mot qui est très à la mode, auditif, visuel et tactile de la figure de Es Sahili et de la figure de Kankou Moussa. L'événement qui appelle à la compréhension, le vivre ensemble et l'enrichissement mutuel est apprécié par les autorités maliennes. En 1325, l'empereur Kankou Moussa chargea
Abou Ishak Es-Saïli de construire une merveilleuse mosquée dans 7 autres villes saintes du Mali. Il s'agit bien entendu de la ville mystérieuse de Tombouctou. Je pense que c'est une belle exposition et je tiens aussi à saluer tous les partenaires qui ont soutenu la réalisation de cette belle œuvre. C'est dire encore une fois que, comme quelqu'un l'a dit, la culture reste la solution. Parce que dans la culture, nous avons beaucoup de solutions à nos problèmes économiques, à nos problèmes d'identité, mais aussi à l'amitié entre les peuples qui puisse aussi inspirer le monde dans lequel nous sommes. La cérémonie, qui a regroupé plusieurs personnalités, a pris fin par une collation accompagnée de la bonne musique produite par le groupe Imaran de Tombouctou. Ces deux communiqués pour vous, les militants et sympathisants de l'association pour la mémoire du président Modibo Keïta à mémoire rendent un vibrant hommage à tous les combattants de la lutte d'indépendance et père fondateur de la République du Mali, avec à leur tête un homme d'exception, le militant engagé et le panafricaniste convaincu, le président Modibo Keïta. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, le parti Lumière du peuple, le mouvement de soutien à Assimi Goïta, l'Alliance pour la refondation du Mali, tous condamnent et rejettent le rapport du Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Ils encouragent et soutiennent les femmes dans leur mission de défense du territoire national. Les acteurs en charge de la sécurité alimentaire et leurs partenaires se concertent ici à Bamako. C'est à la faveur de l'atelier national de planification des actions pour répondre aux besoins d'assistance alimentaire. Agibou Koulibaly. Depuis 2012, une crise sécuritaire a affecté le Mali, toutes choses qui ont entraîné le déplacement forcé des populations. Cette situation sécuritaire a fortement affecté l'agriculture, la pêche et l'élevage, ce qui a beaucoup réduit les moyens d'existence des communautés. C'est pourquoi il est important que les acteurs du secteur de la sécurité alimentaire se concertent. La FAO collide avec le PAM, le cluster sécurité alimentaire, réitère son engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement et des autres partenaires en vue de répondre aux besoins des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire à travers ces domaines d'intervention que sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Face à cette forte insécurité alimentaire, le PAM envisage d'apporter une réponse complémentaire de l'État et des autres partenaires en assistant 650 000 personnes vulnérables en présidure et 1,2 million de personnes vulnérables à la SIDU 2023. Cet atelier national de planification est donc un cadre idéal de recherche de la compréhension des acteurs en vue de toucher toutes les populations en besoin d'assistance. Près de 4 100 000 personnes vivant dans des zones subissant des chocs récurrents seront sous pression, alors que 1 262 078 personnes sont attendues en crise alimentaire et 2 507 personnes en catastrophe alimentaire. Cet exercice nous permettra donc d'aboutir à une planification détaillée et rigoureuse de la réponse envisagée en 2023 par l'État, les partenaires du cluster sécurité alimentaire et tous les autres intervenants pour répondre aux besoins d'assistance alimentaire et d'appui aux moyens d'existence au Mali. Après ces assises de 4 jours, des ateliers régionaux de planification conjointe seront prévus à l'intérieur du pays. Ils permettront d'avoir des ajustements opérationnels, des actions planifiées entre les acteurs dans les régions en application des recommandations issues de cet atelier national. Rôle et place de la famille dans l'éducation des valeurs des enfants aux valeurs dans le contexte de la refondation du Mali. C'est le thème de la 30e édition de la Journée internationale des familles qui est célébrée le 15 mai de chaque année. Cette journée est mise à profit par le département en charge de la famille pour animer une conférence sur le thème choisi. Sorona Kamisoro. D'un constat presque unanime, la famille demeure un creuset sous lequel se forme le fer de lance d'une nation. Entendez par là les enfants. Une affirmation plus évidente aujourd'hui dans le contexte de la refondation du Mali. Au cœur donc de la célébration de la 30e journée internationale des familles,
l'éducation des tout-petits aux valeurs du pays. La famille joue un grand rôle dans l'éducation des enfants. L'enfant commence sa socialisation dans la famille. La famille est le premier environnement dans lequel l'enfant évolue. Et c'est dans la famille que les premières instructions sont transmises à l'enfant. Donc si cela est raté, ça veut dire que l'enfant ne connaîtra pas ça dans sa vie. La célébration de cette journée permet aux décideurs de mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles. Par la même occasion, stimuler les initiatives appropriées pour consolider la cellule familiale. Au Mali, 45% des femmes et des filles de 15 à 49 ans ont été victimes de violences physiques ou sexuelles selon la dernière enquête démographique et de santé de 2018. Comment pouvons-nous supporter les familles à améliorer cette situation? Bien sûr, il y a l'entraide familiale, la solidarité. Celles-ci sont parmi les composantes essentielles du maintien de la cohésion des sociétés d'Afrique subsaharienne. Il importe que l'ensemble des ressources de la politique familiale soient destinées aux familles. Au regard de ces défis, les autorités de la transition et les forces vives de la nation ont un ambitieux programme de refondation de l'État avec comme ressort la restauration des valeurs sociétales, la résilience des populations, l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs de la charte d'éthique et des valeurs du Mali en est une illustration de cette vision. Les sketchs présentés par des enfants et des aides ménagères ont permis d'édifier davantage l'assistance sur le thème de la journée. Il s'agit du rôle et la place de la famille dans l'éducation des enfants aux valeurs dans le contexte de la refondation du Mali. Bamako abrite également les travaux de l'atelier de soutien aux victimes du terrorisme en matière de justice pénale. La rencontre est organisée par le secrétariat permanent de la politique, de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Le secrétariat permanent mène cette démarche avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Sorona Kamisogo. La politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est bâtie sur 5 axes stratégiques qui sont la prévention, la protection, la poursuite, la réponse et la cohésion sociale. Après sa validation, les acteurs en charge de la question s'approprient le contenu du document. C'est là avec l'appui de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Cet atelier national vise à soutenir les efforts du Mali afin de promouvoir les droits des victimes dans la justice pénale en matière de terrorisme et leur soutien. Ce projet est unique en ce sens qu'il couvre la reconnaissance juridique, psychologique et médicale des victimes dans le cas du terrorisme afin qu'elles puissent être des agents de changement et jouer un rôle clé. En tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du Mali, c'est important d'avoir le dialogue entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement du Mali pour trouver des solutions aux défis. Le département chargé des affaires religieuses, du culte et des coutumes attend beaucoup de cette session de formation. Le terrorisme cause des dégâts matériels et humains, mais surtout traumatisme des victimes innocentes dont la prise en charge nécessite des soins particuliers, médicaux et psychologiques. L'objectif de ce présent atelier est salvateur en ce sens qu'il permet de prendre en charge une insuffisance des dispositifs de lutte contre les fléaux du terrorisme. Le financement de ces volets du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est une contribution de taille dans le renforcement des dispositifs institutionnels de lutte contre le terrorisme. La politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent a été conçue par les plus hautes autorités en vue de répondre aux défis liés à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Troisième édition du Salon international de recrutement, perspective d'emploi durable pour mieux reconstruire. C'est la thématique abordée cette année. Mamadou Fani.
Offrir une perspective d'emploi aux demandeurs, créer un espace pour la mise en relation entre bureaux de placement et demandeurs d'emploi et surtout réunir les professionnels dans le secteur de l'emploi pour échanger sur les perspectives. C'est l'objectif de cette 3e édition du Salon international du recrutement. On organise ce salon dans l'optique d'informer les jeunes demandeurs d'emploi des différentes opportunités qui circulent sur le marché du travail, où il y a toujours des offres, il y a toujours des entreprises qui sont à la demande de profils qualifiés. Donc nous nous plaçons en tant que structure afin d'organiser un événement pour essayer de rassembler les acteurs de l'écosystème RH pour mieux faciliter le matching entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. La 3e édition du Salon international se veut une opportunité pour faire décoller la carrière professionnelle des jeunes en quête d'emploi, ce qui explique leur forte participation avec l'appui du gouvernement. C'est pourquoi le département de l'entrepreneuriat national et de l'emploi et de la formation professionnelle, conscient des enjeux du moment, a initié une démarche de collaboration avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la création des opportunités d'emploi. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons avec Emploi et moi, que nous avons accompagné pour que ce salon-là soit une réalité. Ce salon de recrutement est donc un moment important pour les services publics d'emploi, les entreprises privées, mais également pour les demandeurs d'emploi qui auront la possibilité d'augmenter leurs chances de bénéficier des conseils des experts en recrutement. La semaine de l'innovation, première édition, c'est du 22 au 24 mai prochain. 1500 participants sont attendus ici à Bamako. L'initiative sur le financement de l'ambassade de Suède va révéler les jeunes talents porteurs de projets innovants dans les secteurs de l'environnement, des énergies renouvelables, du digital et bien d'autres. Des informations issues d'un point de presse suivi par Salimata Ndao. Une nouvelle opportunité d'entrepreneuriat et de création d'emplois s'offre aux jeunes. La semaine de l'innovation est en vue. Elle se tiendra du 22 au 24 mai prochain au CICB. L'événement est organisé par Mali Folk Center Nieta et ses partenaires, les ministères en charge de l'environnement, de la communication et de la formation professionnelle. Pour communiquer autour de l'événement, les organisateurs ont animé une conférence de presse. Cette semaine de l'innovation, nous avons voulu vraiment dédier ça à l'espace pour les jeunes, non seulement de la capitale, mais les jeunes de l'intérieur du pays, pour les faire venir, pour vraiment que ces jeunes talents qui font vraiment des choses excellentes puissent vraiment être connus et aussi se connaître entre eux et aussi être connus par les autorités. Financé par l'ambassade de Suède dans le cadre du projet Innoverec, la semaine de l'innovation ouvre le débat autour du thème climat et innovation digitale, quelles opportunités pour les emplois verts et le développement durable. Les secteurs ciblés, ça c'est vraiment le domaine du digital, ça c'est le domaine des énergies renouvelables, c'est les secteurs qui vraiment contribuent à la protection et à la sauvegarde de notre environnement et à la promotion de l'agriculture durable. L'entrée est libre pour les jeunes. Et donc, je pense qu'il y a aussi les Mali Folk Center, il y a beaucoup d'affiches, il y a beaucoup d'annonces. Donc, ils peuvent vraiment nous contacter, malifolkcenter.org, où vraiment c'est présenté au CICB et participer, voir d'autres talents. Au programme de l'événement, des conférences, des ateliers, des rencontres B2B et un concours de projets innovants pour faire face aux défis climatiques. Des stands d'exposition non payants seront également érigés. 1500 participants sont attendus. 7e session du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR. Pour cette session, les responsables du projet PAR portent la réflexion sur les acquis et les perspectives du projet INABA. Cette rencontre est l'occasion de faire une analyse sur les acquis et les perspectives du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR. Pour cette 7e session, les administrateurs échangent sur le réajustement des activités, le point d'exécution du budget additionnel au titre de l'année 2022 et certaines réalisations phares du projet qui sont très appréciées par la population bénéficiaire malgré quelques difficultés d'ordre sécuritaire. Les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés, nous avons cherché des solutions à ces difficultés-là dans le sens d'améliorer la démarche sur le terrain, de façon à ce qu'on puisse aboutir à des pistes améliorées, praticables en toute saison, avec une moyenne de 40 km/h
et puis des pistes qui vont permettre à la population, aux bénéficiaires, d'avoir accès au marché, d'avoir accès aux zones de transformation, aux zones de commercialisation et puis d'avoir accès aux services sociaux de base. En perspective, les activités retenues cette année portent essentiellement sur les aménagements des pistes rurales et leur aménagement dans les zones ciblées par le projet qui sont Koulikoro et Sigasso. Aujourd'hui, on a 54% de réalisation, 33% qui sont en cours et 13% qui sont au stade de préparation du projet. Et une des innovations de ce projet qui a donné satisfaction aux populations, c'est quand même la réalisation des aménagements connexes. Notamment, on a fait des fourrages, on a construit des écoles, on a construit des dispensaires, on a fourni des plateformes multifonctionnelles aux femmes, on a fait des aménagements maraîchers. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 90%, le coût des activités programmées au cours de l'année 2023 s'élève à près de 12 milliards de francs CFA. Retour sur la grande mobilisation samedi dernier du Forum des forces du changement. Organisation de la société civile, partis politiques et représentants de la diaspora étaient tous mobilisés pour manifester leur soutien aux autorités de la transition et inviter les citoyens à s'approprier le projet de constitution. Au nombre des partis politiques présents figurait l'Union pour la République et la démocratie URD. Pour sa représentante Koulibaly Kadiatou Samake, deuxième vice-président, le Mali est à un tournant décisif de son histoire avec les différentes réformes lancées par les autorités de la transition. Je vous propose de l'écouter. La problématique de la révision constitutionnelle ou de l'élaboration d'une nouvelle constitution est une constante dans le débat politique national. À titre d'illustration, tous les régimes successifs de la Troisième République, sans exception, ont éprouvé le besoin de revisiter la Constitution du 25 février 1992. Dès lors, la pertinence et l'intérêt de doter le Mali d'une nouvelle Constitution s'avèrent indiscutables. Les questions de forme et la méthodologie pour y parvenir ont cristallisé la quintessence du débat. La détermination et le courage remarquables des autorités de la transition ont prévalu. En effet, notre peuple est appelé aux urnes le 18 juin 2023 pour une consultation référendaire en vue d'adopter la nouvelle constitution de la République du Mali. Nous devons dès à présent nous mobiliser dans un élan patriotique pour assurer un succès retentissant à ce référendum par un vote massif, clair et net pour le oui. La fibre patriotique qui nous anime, l'engagement sincère qui est le nôtre augure de bonnes perspectives. Nous devons, par une campagne référendaire civilisée et apaisée, démontrer à la face du monde la maturité de notre peuple et sa détermination à reprendre son destin en main. Oui, notre peuple, sous la haute direction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de réinventer son modèle, en particulier sa loi fondamentale, dont le projet nous est soumis, qui d'ailleurs est fortement inspiré par nos valeurs sociétales et culturelles, promouvant la tolérance et le vivre ensemble. Outre l'URD, d'autres partis politiques, regroupements et plateformes ont invité les concitoyens à faire du 18 juin une journée citoyenne avec une victoire écrasante du oui au référendum. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 65 tests réalisés. 2 patients guéris et 0 décès à ce jour. Un patient est sous traitement. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières du Mali vient de tenir sa réunion générale statutaire, occasion pour l'organisation de faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Il s'agira aussi pour eux d'identifier les défis auxquels l'organisation est confrontée. Boubacar Bablentouré.
Première réunion générale statutaire de la deuxième mandature du Conseil national de l'ordre des infirmiers et infirmières du Mali, session d'avril 2023. Cette session répond ainsi à une règle de l'article 84 du règlement intérieur de l'organisation relative à la tenue d'une rencontre statutaire tous les ans. Il s'agit à travers la dite réunion de présenter d'abord l'état financier de chaque conseil et le rapport d'activité en termes de réalisation courant l'année écoulée. La mise en place des différents bureaux, la mise en place des conseils au niveau des régions et l'application du code de déontologie. Nous avons réalisé ces différentes activités ci-dessous citées avec l'accompagnement de tous les conseillers. Malgré ce tableau reluisant, l'ordre fait face également à de nombreux défis. La formation continue du personnel infirmier, la création de la direction des soins infirmiers obstétricaux au niveau du ministère de la Santé, qui est une recommandation de l'OMS, de l'OAS, la création de la direction des soins dans nos différentes structures sanitaires, la dotation du Conseil national de moyens logistiques, la réglementation de la création des écoles privées de santé, l'harmonisation des curricula de formation des techniciens et l'organisation d'un examen national unique État-privé. En plus de ces défis, ce maillon important de la pyramide sanitaire compte faire de cette profession une croix de transmission et un vivier de développement pour notre pays. Le RTM en deuil, Ibrahima Traoré dit Boura, chauffeur à la retraite à l'ERTM n'est plus. Il est décédé ce mardi 16 mai ici à Bamako à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie de longue durée. Ses obsèques auront lieu demain mercredi 17 mai dans sa famille à Yoro-Djambougou à côté des 1008 logements. Que son âme repose en paix. À suivre après ce journal l'intégralité de la cérémonie de lancement de la campagne d'appropriation du projet de constitution avec la presse, une cérémonie présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.